Non, mais bon, ça, ouais.
Bien, chers collègues, mesdames, messieurs, bonjour. Je suis heureux de modérer cette session avec ma co-modératrice Véronique Frégal. C'est merveilleux. Je remercie les organisateurs d'avoir invité. Session qui s'annonce peut-être passionnante, intitulée l'étude de la rentrée, et nous aurons le plaisir d'avoir dans cette session un présentateur, je pense, faire des choses tout à fait différentes. Bonjour à tous. On va pouvoir accueillir notre modérateur, le docteur Aurélien Nicolas, qui va nous parler de la stratégie diagnostique de vente de produits. Bonjour à tous. Donc, on m'a demandé d'intervenir pour vous présenter les nouveautés de l'exploration des polyuries. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une polyurie? Donc, de manière classique, on définit une polyurie comme une durée de plus de 3 litres par jour. Et une autre définition est de dire que c'est supérieur à 50 millilitres kg par jour. Une polyurie est toujours associée à une polydipsie afin de maintenir la natrémie normale. Et face à une polyurie, il y a 3 diagnostics à évoquer. Premièrement, la polydipsie primaire, qui est donc des apports en eau excessifs. La diabète insipide centrale, qui là fait référence en fait à un défaut soit de production, soit de sécrétion de l'AVP, et un diabète insipide néphrogénique, qui correspond à une résistance à l'action de l'AVP au niveau rénal. Il est important de faire ces diagnostics car ils débouchent sur 3 prises en charge complètement différentes. Pour les explorer, on a deux ordres de tests. On a un premier test qu'on appelle le test indirect, qui donc correspond à ne pas mesurer directement l'AVP, mais à mesurer son action au niveau rénal. Pour ça, on fait un test de restriction hydrique qui a pour but de faire monter l'osmolalité plasmatique. En faisant augmenter l'osmolalité plasmatique, on entraîne une augmentation de sécrétion d'AVP. Cet AVP doit agir au niveau du rein en augmentant la concentration des urines, et ce qui est donc reflété par l'augmentation de l'osmolalité urinaire. Si on a un défaut d'augmentation de l'osmolalité urinaire, on s'oriente vers un diabète insipide. Il y a une petite subtilité, ce que je vous mets à droite, c'est que quand on a une polyurie, on peut avoir un défaut de concentration des urines, c'est-à-dire que la polyurie en soi crée un défaut du gradient de concentration. Et donc, par exemple, quand on a 8 de polyurie, on peut s'attendre à avoir une osmolalité urinaire maximale aux alentours de 600 000 osmoles par kg d'eau. Donc, c'est à intégrer quand on interprète. Donc, quand on évoque un diagnostic de diabète insipide, on peut aller plus loin et injecter du DAVP pour faire le distinguo entre un diabète insipide central qui va répondre à l'injection en augmentant la concentration de l'osmolalité urinaire et un diabète insipide néphrogénique où la concentration dans les urines va peu bouger. Il y a un autre test qu'on appelle le test direct qui là consiste à soit faire une restriction hydrique, soit une perfusion de sérum salique hypertonique et à mesurer de manière horaire l'osmolalité plasmatique, la natrémie, l'osmolalité urinaire et la concentration d'AVP. Une fois qu'on a atteint le pic de concentration d'osmolalité plasmatique, on se réfère au tableau A et on va reporter l'osmolalité plasmatique ainsi que la concentration d'arginine vasopressine atteinte. Et il y a 2 solutions. Soit on est dans le carré gris, à ce moment-là on sera dans le diabète insipide neurogénique, soit on est dans la normalité, à ce moment-là on passe au carré B. Et là on va rapporter la concentration d'arginine vasopressine sur les osmolités urinaires atteintes. Là c'est pareil. Si on est dans le carré gris, on sera dans le diabète insipide néphrogénique. Si on est dans la zone normale, on sera dans une polydipsie primaire. Ce test direct est moins performant historiquement, donc c'est plutôt l'autre test qu'on utilise en pratique. Depuis maintenant une dizaine d'années est apparu un nouveau marqueur qu'on appelle la copeptine. Donc pour rappel, l'AVP est synthétisé dans les neurones magnocellulaires et est sécrété au niveau de la post-hypophyse. Ici, je vous ai représenté le gène de l'AVP, qui comporte 3 exons. Lors de sa migration dans la post-hypophyse, il va être clivé et former 3 peptides. Donc l'AVP, qui est un petit peptide de 9 acétylamminés, le neurophysine 2, et dans la partie C-terminale, la copeptine. Pourquoi on s'intéresse à la copeptine? Car en fait, le dosage de l'AVP est compliqué
et celui de la copéptine apparaissait plus simple. Et les conditions préanalytiques, c'est-à-dire avant dosage, la copéptine est plus stable. Maintenant, je vais vous présenter quelques publications, dont 2 majeures, qui ont été faites ces dernières années par une équipe allemande et suisse. Et on en discutera après. Donc d'abord, en 2011, en JCEM, ils ont regardé et étudié l'utilité de la copéptine dans les diagnostics de polyurie. Donc pour ça, ils ont proposé, lors de la thèse de restriction, de comparer la copéptine et l'AVP. Dans la publication, nous n'avons plus d'informations sur les critères d'inclusion. Juste est défini dans l'introduction qu'une polyurie a une durée supérieure à 30 minutes kg jour. Ils ont étudié 50 patients polyuriques, dont 22 polydipsiques primaires, 17 diabètes insipide central partiel, 9 diabètes insipide central complet et 2 diabètes insipide néphrogéniques. Les diagnostics retenus l'ont été sur l'analyse par 2 experts des dossiers, et notamment au fil du temps, les résultats des IRM, les résultats des DAVP au long cours, mais on n'a pas de critères durs. Qu'est-ce qu'il rapporte? Il rapporte que dans le cas d'un test diagnostic indirect, il y a 35 patients sur 50 qui ont été diagnostiqués. S'ils font un test direct à l'AVP, on tombe à 23 sur 50, et s'ils font un test direct avec le dosage de la copéptine, ils remontent à 36 sur 50. Le problème que je vous ai mis dans les 2 figures, c'est les résultats après 16 heures de restriction hydrique. Donc vous avez ici les chrononormalités qui ont été définies chez les sujets normaux. Ici, vous avez les 2 diabètes insipides néphrogéniques. En rond, vous avez les patients atteints de polydipsie primaire. En carré de diagonale, vous avez les diabètes insipides qui sont trop complets. Et en carré noir, vous avez les diabètes insipides qui sont trop partiels. Et ce qui est étonnant, c'est qu'après 16 heures de restriction hydrique, notamment chez les diabètes insipides qui sont trop complets, vous avez des osmolarités plasmatiques normales. Donc, on peut se poser des questions sur la réalisation de cette test de restriction. C'est pareil avec l'AVP. 2015, ils refont en fait le même genre d'études, mais cette fois en allant plus loin avec un test de perfusion de sérum salé hypertonique. Donc les critères d'inclusion étaient de patients de plus de 18 ans avec une polyurie définie comme étant supérieure à 40 ml kg jour. Il y a à peu près le même nombre de patients, 55 patients, dont 18 polydipsies primaires, 16 diabètes insipide central partiel, 11 diabètes central complet, 4 diabètes insipides néphrogéniques partiels et 6 diabètes insipides néphrogéniques complets. Le résultat principal de cette étude est à l'état basal, c'est-à-dire sans restriction hydrique, juste à l'accueil du patient habitant le matin. Ils ont dosé l'AVP et la copéptine et ils montrent que, alors, pour une AVP supérieure à 3 picogrammes par millilitre et pour une copéptinémie supérieure à 21,4 picomol par litre, ils disent pouvoir différencier les diabètes insipides néphrogéniques des autres types de diabète. Je rappelle que c'est 4 patients et là c'est 6 patients. Avec donc, ils disent une sensibilité de 100%, une spécificité de 100%. On en arrive maintenant au nerf de la guerre. Le papier dans New England, sorti en 2018, où là, ils ont voulu, donc, toujours comparer la copéptine, et avec le test soit de restriction, soit de perfusion sérum salé hypertonique, contre le test de restriction standard. Ils ont inclus les patients de plus de 16 ans, qui étaient atteints de polyurie avec une durée de plus de 50 000 kg jour, et avec une incapacité à concentrer les urines. Là, ils ont un plus conséquent de patients, 256, avec 82 polycystiques primaires, 36 diabètes insipide central complet, 23 diabètes insipide central partiel, 3 diabètes insipides néphrogéniques, qui ont été exclus suite à une modification du critère principal, et 12 patients exclus pour des raisons, en fait, ils ne pouvaient pas supporter les perfusions hypertoniques car ils avaient une insuffisance cardiaque, une hypertension artérielle mal contrôlée, et l'enseignement d'épilepsie. Donc, comme dans la précédente publication, parce que je ne vous ai pas montré ce résultat, après perfusion de sérum salé hypertonique, les patients qui ont une polydipsie primaire ont une augmentation de concentration de l'AVP. Et donc là, c'est le même résultat, mais en fait, une présentation un peu plus classique, où on a en fait la natrémie et la copéptinémie. Vous voyez qu'en rouge, on a les patients qui ont des diabètes insipides centraux, qui eux donc n'ont pas d'augmentation de sécrétion de la copéptine. En triangle bleu, vous avez les polydipsies primaires, qui eux montent. Et en jaune, vous avez des diabètes insipides centraux partiels. Vous voyez qu'il y en a certains qui ne répondent pas, et d'autres, au contraire, se retrouvent noyés dans les polydipsies primaires. Le résultat principal qu'ils mettent en avant est que la pression diagnostique du test hypertonique avec dosage de la copéptine est supérieure au test de restriction hydrique.
en disant qu'ils ont une précision diagnostique de 96% contre 76%. C'est ce que vous avez là. Alors, je vous ai remis le tableau avec tout ce qu'ils ont mis en évidence. Quand ils vont vers les diabètes insippides partiels, centraux, ils ont un peu la même chose, avec 95% contre 73%. Donc, il semble dire que leur test de perfusion et de mesure de copétinémie est plus performant que le test de résection. Le problème, c'est que la perfusion hypertonique de sang salé peut être mal tolérée avec des céphalées, des hypertensions. Et donc, ils ont essayé de développer un test plus simple et mieux toléré. Donc, ils sont basés sur un test qui a été fait chez les patients atteints de déficit en GH, pour lequel le test consistait à injecter l'arginine, et donc ils se sont dit que ça pouvait marcher de l'ADP. Donc, avec la copéptine. Donc, ils ont comme critère principal essayé de voir si la réaction de ce test permettait de faire augmenter la copéptinémie, et ça permet de discriminer le diabète insipide central versus les polypsies primaires. Cette fois, ils ont fait deux groupes, un groupe de développement et un groupe de validation, où ils avaient une cinquantaine de patients avec des polypsies primaires, des diabètes insipides centraux, partiels et des sujets importants. Il n'y avait pas de diabète insipide néphrogénique, qui ont été exclus sous la foi de la publication de 2015. Donc d'abord, ce qu'il montre, c'est que sous perfusion d'arginine, les concentrations de copéptine augmentent chez les sujets chiens, chez les enfants aussi. Et ils ont poolé en fait leurs deux cohortes, donc de validation et de développement, et ils montrent que les patients atteints de polydipsie primaire ont bien une augmentation de la copéptinémie. Les patients atteints de diabète insipide central complet ou partiel, quant à eux, la copéptinémie ne varie pas. Ils ont ensuite essayé de déterminer les cutoffs. Donc, après analyse, ils ont décidé de prendre 3,5 picomol par litre à 60 minutes de perfusion. Et ils trouvaient dans la cohorte de développement une précision diagnostique de 94%, avec une très bonne sensibilité à 91%, spécificité à 87%. Le problème, c'est que quand ils sont allés dans la cohorte de validation, la précision diagnostique est descendue à 86%, la sensibilité à 77%, la spécificité est restée bonne. Mais ce qui met en avant dans leur publication, c'est en fait les données poolées des deux cohortes. Donc, ce que je retiens de ces analyses, c'est que, premièrement, oui, le dosage de la copéptine a l'air, donc, il a été plus simple, il y a des conditions préanalytiques plus faciles, que, effectivement, ça a l'air de répondre au même cible que la DH, c'est-à-dire l'augmentation de l'osmolité. On peut éventuellement utiliser une thèse de perfusion d'arginine ou hypertonique pour essayer de différencier des principes centraux des polyurées primaires, des polypsies primaires, pardon. Mais on n'a pas publié de preuve de supériorité de ce dosage par rapport à celui de la DH. Dans les diabètes insipides néphrogéniques, on ne sait pas quelle est sa place, parce qu'ils ont été exclus en fait des publications. Et la copéptine est de plus augmentée chez les patients nationaux chroniques. Donc il faut faire attention à ces concentrations. Voilà, merci. Non. Bonjour. Bonjour. Est-ce que la stabilité dans des analyses, parce qu'on sait que les RH sont très fragiles dans ce Oui. Oui, elle est réputée dans le contrôle préanalytique, c'est-à-dire avant de faire l'analyse, conditions de préparation, de transport, avoir moins de contraintes, de ne pas se dégrader au cours du temps. Elle a une demi-vie plus longue, même in vivo. C'est ça qui est mis en avant pour l'intérêt de ce dosage. Et l'autre avantage, c'est que l'ADH est dosé par une méthode de RIA, donc en fait, et de la radioactivité. Et de plus en plus, les dosages qui utilisent la RIA sont abandonnés. Donc, la copéptine, elle, c'est une méthode d'ELISA classique. Donc, probablement que peut-être que bientôt le dosage par ADH de l'ADH sera confondu.
Je suis un peu frappé par le peu de sensibilité des tests classiques. Et c'est de voir quand même les patients qui ont implémentation Alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'après 16 heures de restriction hydrique, un diabète insipide central complet a une natrémie ou une osmolalité plasmatique normale. Moi, j'ai jamais vu ça. Et je sais pas. Je ne sais pas comment ont été conduits les tests. Ils ne disent rien dans leur. Enfin, les premières publications, les deux premières publications, il n'y a pas de supplément data. Et dans celle d'après, on n'a pas non plus d'explication. Donc, je ne sais pas comment ont été conduits les tests de restriction. Oui, mais un patient qui a une dialyse centrale, il peut venir jusqu'à 12 litres par jour. Si on met 16 heures sans accès à l'eau, ça semble difficile de croire que la natrémie ne bouge pas. Il reste dans la valeur normale. Ce n'est pas l'habitude. On a tendance à les mettre en restriction autour de minuit et à commencer les épreuves à 8 heures, et déjà la natrémie est haute. Alors, moi, actuellement, je maintiens à faire les tests indirects, avec la restriction hydrique. Et dans ces tests-là, le dosage de l'ADH ou de la copeptine est accessoire. Ce n'est pas là-dessus qu'on se base, c'est plus la réponse rénale physiologique qu'on attend. Donc, c'est un test plus fonctionnel et pour moi, ces articles, en tout cas, ne mettent pas au banc ces tests. Très bien, merci. Exploration fonctionnelle